Je vais donner la parole aux praticiens dont j'ai déjà dit, donc Maître M. Berger, que vous êtes donc un spécialiste des sols pollués et plus précisément de tout ce qui concerne la remise en état des sols pollués. Exactement. Moi, je vais vous donner un petit peu un éclairage pratique tiré effectivement de mon expérience de rédacteur de contrats en matière des sols pollués. Sur la question de l'obligation réelle environnementale. Alors, elle appelle de ma part trois remarques et puis un certain nombre d'interrogations. Trois remarques, et la première qui est qu'il y a malgré tout une attente en pratique d'un outil, et pas uniquement d'ailleurs en droit de l'environnement, qui permettent de grever, d'attacher une charge, je ne sais pas quelle est la formulation qu'il faut adopter, si c'est celle de la charge foncière du droit suisse, mais enfin d'attacher une charge à un bien immobilier pour qu'il se trouve grevé d'un certain nombre d'obligations en quelques mains qui se trouvent. Et cette problématique, elle existe en dehors du droit de l'environnement, elle existe par exemple en matière d'aménagement, lorsque un opérateur privé aménage un immeuble avec un porche, une place, et qu'on veut que pendant un certain temps, tout le monde, le public, ait accès à cette place. La technique des servitudes aujourd'hui, elle n'est pas opérante précisément du fait du problème de l'impossibilité d'identifier un fonds dominant. Donc il y a cette demande qui existe ailleurs qu'en droit de l'environnement, mais enfin je reconnais que l'explication que vous faites à propos de ce contrat, qui serait finalement une nouvelle catégorie de contrat cédé par détermination de la loi à côté du contrat de bail et du contrat d'assurance d'ailleurs, est effectivement une idée intéressante, mais enfin toujours est-il qu'il y a cette demande en pratique de cet outil pour attacher à un bien cette charge passive et éventuellement active. La deuxième remarque que je me fais, là de manière générale en tant que rédacteur de contrat, c'est le nouveau renvoi fait par le droit de l'environnement au contrat que je trouve intéressant, et à titre personnel je m'en réjouis, c'est-à-dire que si ça fait suite aux possibilités qui ont été ouvertes dans la substitution d'exploitants en matière d'installation classée, le renvoi fait par le droit de l'environnement à un contrat de droit privé, pour ma part, est quelque chose de séduisant. S'il illustre cette idée que le droit de l'environnement a fait le choix de passer d'un droit d'interdiction, de prescription, de sanction, de police administrative finalement, à un droit peut-être plus actif de contrat et de mise en valeur. Et ça me paraît être, en tant que rédacteur de contrat, quelque chose d'intéressant. La troisième idée d'ailleurs, mais qui est liée à la précédente, c'est que ce renvoi au contrat est peut-être faut-il y voir un signe positif, optimiste, de confiance de la part de notre système juridique justement à l'égard du contrat. Moi je trouve à titre personnel, encore une fois en tant que praticien du contrat, qu'il y a souvent une défiance dans notre système juridique à l'égard du contrat, que le contrat est trop souvent enfermé dans des cadres, dans des statuts d'ordre public. Et je trouve qu'à chaque fois que le droit, et en particulier le droit public, regarde le contrat de droit privé en se disant il n'est peut-être pas l'ennemi des objectifs que nous défendons, eh bien c'est toujours une avancée intéressante. Et de ce point de vue d'ailleurs, je dirais que je revendique que ma position d'officier public me donne un regard particulier sur toutes ces questions. Du fait de mon statut, moi j'agis pour le compte de l'État, pour donner aux actes que je reçois, qui sont des conventions de droit privé, mais pour leur donner un caractère d'acte public. Et que finalement, nous avons, nous, dans notre ADN de notaire, cette sensibilité justement aux intérêts qui, d'un côté, sont défendus par la collectivité et par l'État qui me nomme et qui me contrôle, que je dois mettre en musique avec les intérêts des partis, des personnes privées qui me saisissent, et accessoirement qui me rémunèrent. Voilà. Maintenant, ce dialogue entre cet intérêt général et cet intérêt particulier est notre quotidien à nous en tant qu'officier public. Ça, c'était mes remarques. Après, le texte appelle de ma part un certain nombre de questions un peu plus techniques quand je rentre dans la mécanique, lorsque je me dis, tiens, je vais être demain peut-être confronté à rédiger ça. Alors, je me pose d'abord un certain nombre de questions sur l'identification des partenaires contractuels. La question de l'identification du partenaire contractuel, elle se pose des deux côtés, du côté du créancier et du côté du débiteur. Du côté du créancier, je vois bien au travers de la liste des créanciers identifiés, collectivités publiques, établissements publics, qu'on vise des gens qui ont une certaine pérennité. Mais il va quand même se poser à un moment donné la question de la compétence, notamment
la compétence de la collectivité publique et de l'établissement public. Il faut savoir quand même aujourd'hui que c'est un véritable sujet dans la rédaction de contrats. Moi, je suis en région parisienne. En région parisienne, un citoyen français, il a 6 personnes autour de lui. Il a une commune, il a un territoire, il a la métropole, il a le département, il a la région et il a l'État. Voilà. Et quand vous êtes saisi par une de ces personnes pour faire un contrat, aujourd'hui, je vous assure que pour déterminer qui a la compétence pour passer ce contrat considéré est une véritable question. Donc la première question que je vais me poser demain, lorsqu'une collectivité, un EPCI, le territoire dans lequel je suis vont me demander de faire un âge, je vais dire oui, ça se range où, ça, dans la catégorie de vos compétences? Est-ce que vous êtes vraiment dans votre champ de compétences? Ça, c'est une vraie question. En ce moment, il y a des collectivités, des EPCI en région parisienne qui se disputent pour savoir qui est titulaire du droit de préemption. On ne sait pas qui est titulaire du droit de préemption. C'est une vraie question. Voilà, le choc de simplification étant en marche. Voilà un sujet concret. Ça, c'est du côté du créancier. Et puis du côté du débiteur, l'identification du propriétaire, ça paraît une question simple, c'est parfois une question compliquée. C'est parfois une question compliquée parce que, d'abord, le propriétaire peut, comme vous l'avez dit, avoir perdu ses droits parce qu'il les aurait aliénés. Si j'ai consenti un bail commercial, qui est un droit réel, est-ce que je suis encore un propriétaire en capacité de faire cette convention ? J'en suis pas tout à fait certain. Et puis l'identification, ça c'est le propriétaire qui aurait perdu finalement la qualité à passer la convention. Puis l'identification même du propriétaire pose parfois question. Il y a évidemment les situations d'indivision, mais il y a des situations beaucoup plus complexes, les situations de droit de superficie, par exemple, ou les situations d'immeubles placés sous le régime de la volumétrie. Voilà. Identifier quel est parmi les différents propriétaires de volume celui qui a la qualité pour passer la convention sur le sol naturel, qui est au niveau NGF quelque chose, ça peut être une véritable question technique. Donc ça, première question, qui peut faire ce contrat ? Deuxième question, il y a la validité et le contenu du contrat, qui est une deuxième vraie question. Alors j'ai bien compris que puisque c'était un contrat, il devait être soumis au droit général des contrats. Bon, je vois bien que, comme vous le disiez, qu'on envisage des engagements réciproques, donc il doit être dans la catégorie des conventions synalagmatiques. Donc ça veut dire qu'il appelle contrepartie, effectivement. Est-ce que c'est une contrepartie one shot, une fois pour toutes, ou est-ce que c'est une contrepartie qui s'étale dans le temps de la part de celui avec lequel j'aurais contracté. Et puis cette contrepartie, si on admet dans le droit des obligations qu'elle puisse être déséquilibrée, puisque vous avez vu que la réforme du droit des obligations a repris l'idée qu'un contrat n'était pas forcément une bonne affaire, un contrat peut être déséquilibré, d'accord ? En tant que tel, ça n'est pas sanctionné. La limite, c'est que cette contrepartie, elle ne doit pas être dérisoire ou illusoire. Donc il faudra quand même veiller à ce que l'engagement que moi je prends pour 50 ou 60 ans, il ne donne pas lieu à une contrepartie qu'on pourrait venir juger comme étant dérisoire ou illusoire au regard de cette durée, qui donc remettrait en cause l'existence même du contrat. Contrat qui pourra être pour 50 ou 60 ans, mais qui devra être à durée limitée, puisque c'est une convention, et qui sera soumis à l'article 1210 du Code civil, et qui donc, contrairement à la servitude, ne peut pas effectivement être un contrat perpétuel. Ça, c'est pour le volet du droit général des contrats. Et puis, je m'interroge sur le volet du droit spécial de l'environnement. Je trouve dommage que le texte, au moment où il crée cette technique, cette nouvelle obligation, semble la limiter. Autant il est très généreux dans son objet, c'est-à-dire qu'on a l'air de pouvoir faire naître toute catégorie d'obligations de faire ou de ne pas faire. Autant il semble restreint sur la finalité de ces obligations, puisqu'on a l'air de ne viser que la gestion, la restauration d'éléments de biodiversité ou de fonctions écologiques. Donc est-ce qu'on a choisi ces termes de manière consciente pour restreindre la finalité de la Convention ? Est-ce que ça interdit de créer une obligation réelle qui viserait d'autres choses? Je pense à la sécurité, à la santé, à la salubrité publique qui sont visées à l'article L556 du Code de l'environnement. Je pense à l'article L511-1 sur les intérêts défendus par la police des installations classées au moment de la remise en état. Voilà. Je trouve dommage dans la phraséologie qu'on n'ait pas utilisé des terminologies plus larges qu'on aurait pu trouver ailleurs dans les principes du Code de l'environnement, parce que ça a l'air de restreindre la possibilité de l'utiliser de manière très étroite. Et ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est la validité et le contenu de la Convention. Ensuite, cette Convention, elle va devoir vivre dans le temps. Et là, ça va être la créativité du rédacteur qui devra être mise à l'épreuve, puisqu'il va falloir envisager qu'elle dure.
qu'elle fonctionne pendant 30, 40, 50 ans. Et là, il va se poser d'abord la question des sanctions, parce que si je m'engage à faire ou à ne pas faire, quelles vont être les sanctions pertinentes ? Souvent, dans un contrat, la sanction de l'inexécution, c'est la résolution. Ça n'a strictement aucun sens. Donc on voit bien qu'il va falloir inventer, aller puiser dans le droit des obligations d'autres sanctions. Lesquelles ? Bon. Et puis, la sanction, il va falloir affirmer, finalement, comme le permet, comme le dit d'ailleurs le Code civil dans la réforme du droit des obligations, il va sans doute falloir affirmer que le principe, c'est l'exécution. C'est l'exécution du contrat. Ça ne peut pas être sa résolution. Bon. Mais il va falloir mettre en place peut-être des garanties, puisque quand on rédige une convention avec des obligations, le corollaire pour le rédacteur d'acte, c'est la garantie. Je mets en place une obligation, comment est-ce que je la garantis dans le temps ? Ce qui posera, là il faudra faire preuve certainement d'une certaine créativité. Quatrième point, toujours la question de la gestion dans le temps de cette convention, puisqu'elle est attachée à un immeuble, cet immeuble, il va bouger, donc il faudra que la convention envisage ce qui se passe au moment où l'immeuble bouge. L'immeuble est vendu, l'immeuble est divisé, que se passe-t-il ? Que deviennent les engagements ? Si par exemple on avait un tènement unique, et puis que ce tènement unique se trouve lui-même, dans le futur, faire l'objet d'un droit de superficie, d'un démembrement, d'une division, comment est-ce qu'on va reporter cette obligation réelle ? On sait à peu près reporter les servitudes, justement. Mais comment va-t-on reporter ce contrat ? Est-ce qu'on va le séquencer, le découper ? L'imposer indivisément à tous les nouveaux copropriétaires, ou est-ce qu'on va prévoir qu'un seul d'entre eux le subit ? Et puis la même question se posera des garanties. Est-ce qu'elles suivront la propriété ou est-ce qu'il faudra les reconstituer ? C'est une vraie question. Et puis il y a également la question de l'évolution dans le temps, peut-être que des connaissances, peut-être que ce contrat, cette obligation active ou passive de préserver telle chose ou d'accomplir telle prestation, elle avait un sens au moment où elle a été constituée au regard des données scientifiques de ce moment. Et puis, mais la vérité scientifique de 2017 sera peut-être pas celle de 2020, de 2025. Donc peut-être faudra-t-il que le contrat l'envisage, c'est-à-dire que le contrat ait des sortes de clauses de gestion, d'imprévision finalement, de gestion de l'évolution des connaissances scientifiques pour soit prévoir les modalités de sa propre évolution, soit créer des obligations de rediscuter, de renégociation. Voilà, et puis enfin dernier point, c'est celui de la fiscalité. Effectivement, je comprends bien qu'il y a une petite carotte fiscale qui est que le coût de la publication de cet acte est très faible. Est-ce que ce sera un élément, une carotte suffisante pour donner envie d'utiliser ce texte ? Je ne pense pas. Et je pense que c'est un peu dommage qu'on ne se soit pas inspiré de ce qui existe, je crois, dans d'autres pays de l'autre côté de l'Atlantique, pour qu'il y ait vraiment des carottes fiscales plus décisives sur, par exemple, les plus-values, par exemple, les droits de mutation à titre gratuit ou les droits de mutation à titre onéreux. Voilà, en tout cas, toujours est-il que je trouve que c'est un outil intéressant de plus dans la boîte à outils et que j'espère que les praticiens sauront s'en emparer et faire preuve de créativité. Et il est pile 30, je crois.